Nous sommes le 15 mars 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. La création d'une dissidence au sein du parti des Wagendera Jambo serait la raison principale du retrait du parti PPD Guili Jambo dans le Sénarède. Le porte-parole du Sénarède, Onésime Douimana, trouve cette décision non fondée. Les contributions forcées pour les élections font également partie des nouveautés au plan des violations des droits de l'homme. Ce sont les propos d'Emmanuel Ndereimana après le rapport de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi. Les 600 soldats burundais restés en Somalie vont prochainement être rapatriés à Bujumbura, d'après le porte-parole de l'armée burundaise. Voici pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Page politique pour commencer. Le parti PPD Guili Jambo s'est retiré de la plateforme de l'opposition Sénarède depuis ce 14 mars 2019. Une des principales raisons dans la prise de cette décision, Léonidas Hatungimana, président de ce parti, accuse le Sénarède de créer une dissidence au sein du parti des Wagendera Jambo. Léonidas ajoute que la décision a été prise par vote des membres après absence d'un consensus. Suivez. Nous avons quitté la plateforme Sénarède parce que nous avons vu que sa mission première de combattre pour la restauration de l'accord d'Arusha et de la constitution de 2005 qui est née ici commence d'une manière ou d'une autre à être oubliée. Et cette plateforme qui se voulait fondamentalement des formations politiques commence à être petit à petit une plateforme des individus à la même à un club d'amis. Alors là, nous disons que nous ne pouvons pas toujours rester là. Il y a le fait que la présidence de la plateforme a toujours refusé la refondation, l'adaptation de notre élite par rapport aux enjeux du moment. En même temps, elle s'est beaucoup montrée championne dans la création de dissidences au sein des partis politiques formant le Sénarède. Si le Sénarède sauver une plateforme forte, il faut que les composantes soient fortes. Alors si vous commencez à affaiblir l'autorité des formations politiques et savoir au Sénarède, là, c'est difficile. Certains de vos membres restent au sein du Sénarède. Est-ce que votre départ a été consensuel? Vous savez qu'il y a la démocratie peut se baser sur le nombre, peut se baser sur le consensus. Pour nous, il a été difficile d'avoir un consensus, surtout que parmi ceux qui devaient décider, il y en a ceux-là qui sont dans les structures du Sénarède et qui veulent y rester. Alors, nous avons dû prendre l'option de la majorité. Donc, nous avons pris la décision de quitter le Sénarède en voyant que la majorité des membres décidants au niveau de l'organe décideur du bureau politique ont décidé à quitter le Sénarède. Vous avez vu que 8 sur 13 ont décidé de quitter le Sénarède. Donc, il y en a qui vont rester là, mais nous leur avons donné le temps de réfléchir. Et on peut penser déjà que vous rejoignez les autres partis qui avaient quitté déjà la Sénarède avant vous. Nous ne les rejoignons pas, nous sommes toujours ensemble puisque nous quittons le Sénarède principalement pour les mêmes raisons. Donc nous sommes toujours ensemble, nous sommes restés ensemble, on se parle et puis nous ne sommes pas les derniers. Onésime Douimana, porte-parole du Sénarède et membre du parti PPD Guili Jambo, affirme que ce parti n'a pas quitté la plateforme de l'opposition du Sénarède. Pour Onésime, la démarche prise par Léonidas Hatungimana, président de ce parti, est liée à la déception de n'avoir pas réussi de diriger le Sénarède. D'ajouter que dans cette période, il fallait beaucoup bâtir que détruire. Le parti PPD Guili Jambo n'a pas quitté du tout la plateforme Sénarède d'égalité tel que cela a été annoncé par son ex-président honorable Léonidas Hatungimana. Par contre, nous pensons, pour expliquer sa démarche, je crois que sa démarche trouve racine à sa déception profonde de n'avoir pas réussi
a dirigé la plateforme Sénaré de Giriteka. Il y a un peu plus de 2 ans, il avait présenté sa candidature, le parti l'en a déconseillé. Il a préféré présenter la candidature de monsieur Charles Nditije. Il a essayé une 2e fois à titre privé, il n'a pas eu de succès. Il a essayé une 3e fois, se disant qu'il y a 8 des 16 qui composent le bureau politique qui lui ont autorisé la démarche. Il n'a pas réussi non plus. Et je pense que sa grande frustration, mêlée de beaucoup de déception, l'a amené à en vouloir à certains de ses collègues et à en vouloir au Sénaré sûrement qu'il aurait ou qu'il a placé à mot déplacé par l'endroit ici ou là. Mais tout cela ne pourrait pas quand même l'amener à prendre une décision unilatérale sans que cette décision ait été prise par les organes du parti, sans que même ce thème de retrait de maintien du parti au Sénaré ait été présenté à l'ordre du jour de la dernière réunion du bureau politique dont il est le secrétaire. À ce que je pense, je suis fortement convaincu que nous sommes à une période où il faut beaucoup plus bâtir que détruire. La télévision Renaissance a su par après que le bureau du comité exécutif et du bureau politique du PPD Girijambo a pris la décision de suspendre provisoirement Léonidas Atungimana de tous les organes du parti. Il accuse de faute lourde une décision que Léonidas Atungimana trouve non fondée. Les contributions forcées pour les élections constituent une violation grave des droits de l'homme. Cela figure en bonne place dans le dernier rapport des Nations Unies sur le Burundi. Une première pour François Bidimana, c'est tout ce qu'il y a de normal, étant donné que cet argent est collecté auprès d'une population totalement démunie. Il était invité dans l'émission Club de la presse. La commission a pu répertorier des cas de contributions forcées où les Imbonerakure, aujourd'hui, donc les jeunes affiliés au parti au pouvoir, qui sont aujourd'hui qualifiés comme une milice par l'ONU. Donc, ils ont dépouillé de l'argent de la population, un peuple qui est aux âmes meurtries, qui est gangréné par une pauvreté sans nom. Et voilà, le rapport de la commission a bien répertorié des cas et a montré que ce n'est pas seulement pour les élections, ce n'est pas de contributions forcées pour les élections, mais aussi des contributions pour ériger des maisons de permanence du parti au pouvoir, pour faire vivre les administrateurs, les chefs de zone, etc. Les enrichir. Et tu vois, ils sont au courant de ce qui se passe au pays. Donc c'est un rapport franchement qui est intéressant et qui a des particularités par rapport aux autres rapports passés. Les violences liées aux élections de 2020 font également partie des nouveautés au plan des violations des droits de l'homme établi par les Nations Unies dans son dernier rapport sur le Burundi. Et il y a lieu de craindre le pire. C'est la crainte d'Emmanuel Ndereimana, secrétaire exécutif du parti UPD d'Igamiwanga, invité également dans l'émission Club de la presse. Il s'insurge d'abord contre les contributions forcées en vue de ces élections. Ils disent qu'ils vont s'autofinancer. Mais en s'autofinançant, ils piquent l'argent dans la population extrêmement pauvre. Tu es obligé même de vendre ton pantalon pour contribuer tes 500 francs. Quand tu as ce pantalon-là. Quand tu en as, bien sûr. Tu comprends. Voilà. Alors, quand on essaie de chercher quelque chose sur quelqu'un, alors qu'il n'en a pas, vous comprenez le degré de frustration que vous plongez cet individu dans cette situation. Donc, ils vont, bien sûr, ils sont en train de préparer les élections. Mais les moyens... Ça ne fait pas partie de ce sujet-là, mais est-ce que le fait, par exemple, de reconnaître un parti d'un opposant historique comme le CNL de Agathon Rwasa, est-ce que ce n'est pas un bon signe, par exemple? Non, ça c'est juste un trompe-l'œil. Parce qu'on lui a donné quelque chose avec la main droite pour l'arracher avec la main gauche. Parce que le lendemain, après 24 heures, on a fermé toutes les issues menant vers son bureau du parti. Vous comprenez ça?
Le même jour, il y a eu arrestation de son parti. Voilà, on a bloqué des issues qui mènent à Bujumbura pour que ces membres ne parviennent pas à arriver. Est-ce que vous comprenez que ça, c'est vraiment une solution? Pas du tout. Alors, c'est juste un trompe-l'œil. Il veut juste montrer qu'il a une opposition au pays, qui n'est pas en train de travailler seul, mais cette opposition est surveillée à la loupe. Vous n'avez pas le droit de faire des rencontres, vous n'avez pas le droit de vous exprimer comme vous voulez. Et les membres, si toutes les collines sont surveillées, vous apprenez tout le monde, même j'étais en train de suivre le journal, maison sur maison où c'est 12 habitations. Et ceux qui font cela, c'est toujours les mêmes, ce sont les jeunes du parti au pouvoir. Les jeunes du parti au pouvoir sont en train d'exécuter le programme préétabli par le parti au pouvoir. Vous comprenez? Ça c'est pas nouveau. Alors vous comprenez que le degré de violence au Burundi. Et donc vous craignez le pire pour 2020? En tout cas, ça sera pire que tout ce qu'on a déjà vécu. Encore dans la page politique, concernant la fermeture définitive du Bureau des droits de l'homme au Burundi, c'est parce que le travail que faisait cette ONG au Burundi est terminé. Cette ONG est arrivée au Burundi quand le pays n'avait pas de sécurité et maintenant le pays est en paix. Suivez Prosper Haurwami, porte-parole du gouvernement. Je voudrais m'adresser à la population burundaise et au monde entier d'être tranquille à cette question parce que le gouvernement du Burundi a pris beaucoup de temps pour expliquer pourquoi nous avons pris une décision de fermer cette ONG. La première réponse que je vais donner est que l'ONG qui luttait pour les droits humains au Burundi, leur fonction n'a plus de place au Burundi. Auparavant, cette ONG travaillait car au Burundi, il n'y avait pas de sécurité. Mais maintenant, nous avons une constitution, nous avons des institutions, nous avons un président, nous avons aussi une assemblée, le Sénat, des comités au niveau des communes. Donc, tout ce qu'on voulait concernant la justice qui sort de la guerre, qu'on appelle la justice transitionnelle, sont là. Nous avons aussi le Conseil national indépendant des droits de l'homme. Nous avons l'ombudsman. Donc, je disais que le Burundi a eu le temps suffisant d'expliquer tout ça. L'objectif principal de cette ONG au Burundi, ce délai a été terminé. Deuxièmement, plus de 160 pays de ce monde, cette ONG reste seulement dans moins de 13 pays. Autre chose, je ne peux pas comprendre que si un pays sort de la misère, doit être gênant. Donc, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits si le Burundi a un paix parce que ces gens veulent que le Burundi reste dans l'insécurité. Et puis, les gens qui sortent, les rapports font leur travail. Si le monde est en paix, certains vont perdre du travail. Il ne faut pas oublier ça. Les 600 militaires burundais qui sont restés en Somalie parmi les 1000 militaires qui devraient être rapatriés seront prochainement à Bujumbura. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'armée. Ils étaient restés en Somalie pour leur mission de travail avec l'accord des autorités somaliennes et du commandement de l'AMISOM. Suivez. Prendre une décision est une chose, la mise en application en est une autre. Tout dépend du contexte. Après la prise de cette décision, ils ont vu que sa mise en application n'est pas facile. C'est pourquoi, premièrement, 400 militaires ont été rapatriés. Cela a été fait selon la situation des militaires sur le terrain. La Somalie est en guerre. Même le gouvernement somalien a demandé que 1000 militaires burundais ne devraient pas partir avant l'évaluation objective de l'impact sur la sécurité des Somaliens. Après le retour de 400 militaires, 600 autres sont restés en Somalie pour leur mission de travail. Les autorités somaliennes sont au courant. Le commandement de la MISOM en est aussi informé. Ils savaient très bien ce qui est nécessaire pour éviter que la situation se détériore. Pour le moment, ils ont jugé nécessaire de réorganiser l'affectation des militaires sur le terrain avant le rapatriement des 600 militaires burundais. Maintenant, les 600 militaires vont rentrer. Prochainement, vous les verrez. Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, a reçu en audience ce jeudi une délégation venue des Émirats arabes unis. Cette délégation est conduite par le président de la fondation Al Maktoum. Elle effectue cette visite pour passer à l'ouverture d'un centre d'enseignement de métiers pour les enfants orphelins et les veuves. C'est une annonce de Alexis Badian Dahimbadze, porte-parole de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale du Burundi
Burundi vient de recevoir en audience une délégation qui venait aux Émirats Arabes Unis, précisément à Dubaï. Cette délégation était conduite par le président de la fondation Al Maktoum Foundation qui a son siège à Dubaï. C'est une fondation aussi qui fait ces projets dans 23 pays. Cette délégation venait voir le président de l'Assemblée nationale du Burundi pour lui présenter un projet que la fondation veut exécuter ici au Burundi. Cette fondation veut créer un centre de formation pour les veuves et les enfants orphelins, juste pour les enseigner des différents arts, comme la couture, pour que femmes veuves et enfants orphelins puissent avoir quelque chose à faire qui peut aussi les aider dans leur vie. Cette formation sera faite pour 50 femmes, même la formatrice sera une femme burundaise. Après cette formation, il y aura aussi une rotation parce que lors de la fin de leur formation, ils auront des matériels. Celle qui termine la formation aura une machine à coudre qui sera donnée par la fondation Al Maktoum pour l'aider à son avenir. Tous les produits seront produits par ces femmes lors de la formation ou après la formation seront aussi achetés par la fondation Al Maktoum. Il venait alors pour voir le très honorable président de l'Assemblée nationale du Burundi, d'abord pour lui présenter son projet et lui demander son soutien pour que le projet soit bien exécuté. Le très honorable président de l'Assemblée nationale du Burundi a apprécié beaucoup son bon projet. Il a dit aussi qu'il va contribuer à ce que ce projet soit bien exécuté. Cette fondation voudrait aussi ouvrir son bureau de liaison ici à Bujumbura pour que le suivi et l'évaluation de la mise en exécution de ce projet soit bien suivi. Les accidents de roulage ont diminué cette année par rapport à l'année passée grâce à l'effort fourni par la police. Ceci ressort de Pierre Ngourikié, porte-parole de la police nationale, dans une conférence publique des porte-paroles des institutions de l'État au chef-lieu de la province Mngaro. twari twagiye turashikiriza kenshi ico ubushikiranganje bw'umutekano bwariko burakora ku bijanye no kugwanya aya masanganya aba mw'ibarabara. Nous avons expliqué ça maintes fois, la position du ministère de la Sécurité publique concernant la mesure de diminuer les accidents de roulage. Je voudrais d'abord vous rappeler en se basant des chiffres, en faisant une comparaison de cette année et celle de l'année passée. Les chiffres des accidents de roulage ont diminué. On a pris quelques mesures de la part du ministère de la Sécurité publique pour lutter à ces accidents sont entrés en vigueur. Nous avons fait beaucoup de choses concernant l'enseignement du code de la route et principalement les chauffeurs. Nous avons traqué les falsificateurs de documents. Il y a aussi une initiative qu'on a prise d'arrêter les voitures Probox qui transportent les gens à l'intérieur du pays jusqu'à Bujumbura, les motos et les vélos aussi. Tout ça contribue à la diminution des accidents de roulage. Retournons sur ces deux exemples que vous avez donnés. L'accident qui a eu lieu à Rutegama, qui a emporté la vie des citoyens, a été causé par un camion dont le chauffeur était en Tanzanie. Vous savez qu'en Tanzanie, on roule à gauche et qu'au Burundi, on roule à droite. Donc, ça arrive souvent que les chauffeurs tanzaniens doivent continuer à rouler à gauche alors qu'ils sont au Burundi. Abashoferi bavuye muri Tanzania kenshi birakunda gushika bakihenda bakaja kunyongera mu ruhande rutari rw'iwabo. Et maintenant, page internationale. Les avions de Boeing 737-8 MAX et Boeing 737-9 MAX sont suspendus sur l'espace rwandais. C'est une mesure qui vient d'être prise par le Centre de l'aviation civile au Rwanda. Denis Ndaïkungurukiye nous fait le point. Le Centre de l'aviation civile au Rwanda demande aux pilotes et autres opérateurs de ces avions d'arrêter d'effectuer des voyages aériens au Rwanda et cette décision entre en vigueur immédiatement. Le Rwanda s'ajoute aux autres pays qui ont déjà pris la même mesure, notamment les États-Unis et la Chine. Cette décision intervient au moment où, dans une période d'au moins de 3 mois, les avions de cette catégorie ont eu 2 accidents graves. Le plus récent est de Boeing 737-8 MAX de Ethiopian Airlines qui a eu lieu la semaine passée, faisant sa...
La France a pris connaissance de la préparation du génocide des Tutsis par l'armée rwandaise dès le début de la dernière décennie du XXe siècle. C'est la révélation d'un général français en retraite, Jean Varette, ex-chef de la mission de coopération militaire française au Rwanda. Son désaccord n'a pas été suffisant pour empêcher Paris de continuer à soutenir le régime de Habyarimana. Le point avec Thierry Wiglindavi. Selon le général français en retraite Jean Varette, en 1990, le chef d'état-major de l'armée rwandaise d'alors, le colonel Pierre-Célestin Guagafilita, lui a confié personnellement la stratégie de l'armée rwandaise. Dans un tête-à-tête, ce colonel rwandais lui a dit « Je vous demande des armes car je vais participer avec l'armée à la liquidation du problème. » Devant l'étonnement du général, le patron de la gendarmerie rwandaise a renchéri. Le problème est très simple. Les Tutsis ne sont pas nombreux. On va les exterminer. Pour le général Jean Varette, que la France ne dise pas qu'elle n'a pas vu le coup venir. Le risque de génocide était réel. Il affirme même avoir remonté l'information acquis de droit dans la hiérarchie militaire française. Les responsables n'ont pas tout simplement voulu prendre en compte les risques de leur politique de soutenir le général Juvenal Habyarimana. 25 ans après le crime de génocide des Tutsis au Rwanda, qui a coûté la vie à 1 million de Tutsis, l'ex-chef de la mission de coopération militaire français au Rwanda, un général en retraite âgé de 84 ans, a confié ses révélations aux médias en ligne Mediapart. Merci Thierry Wiglindavi. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.